Donc rebonjour à toutes et à tous. On va continuer donc avec cet après-midi. On avance un petit peu dans le temps. On change un peu d'espace aussi géographique. Donc on aura deux interventions. Deux interventions donc avec Laure Hobston-Ford, professeure des universités en histoire contemporaine à l'université Paris 1. Et Karolina Lewandowska, donc co-commissaire de l'exposition Moïvert et directrice du musée de Varsovie, et il y a peu aussi conservatrice au Centre Pompidou. Laure, Laura, donc va nous parler de Vichniac. Donc ça nous semblait vraiment important de pouvoir contextualiser aussi, d'avoir ce regard un petit peu en dialogue de Moïvert et Vichniac, parce qu'évidemment, quand on parle des communautés juives en Europe de l'Est, dans ces années-là, on pense tout de suite à Vichniac, qui est un peu la personnalité, je dirais, référence connue sur ce sujet. Et c'est vrai, quand on compare ces deux œuvres, on trouve aussi beaucoup de différences, de dissimilitudes. Donc merci beaucoup, Laura, de nous éclairer sur une partie de l'œuvre de Vichniac. Oui, merci. Est-ce que je peux demander juste un peu d'eau avant? Comme ça, je n'interromps pas. Et après, on est parti. Ah, oui, on est parti. Je vais déjà... Voilà. Ça suffit. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, il n'est pas... justement inintéressant de considérer le parcours de Moïvert en parallèle du parcours d'un autre photographe de l'Empire russe, né quelques années auparavant, en 1897, dans une ville proche de Saint-Pétersbourg. Et je parle d'un photographe qu'on connaît aujourd'hui très bien, Roman Vichniac. Ces derniers, donc, est très connu aujourd'hui, mais moins connu lorsqu'il arrive en France dans les années 30, quelques années après l'arrivée à Paris de Moïvert. Ces derniers, Moïvert, semble beaucoup plus inséré à cette époque-là dans les milieux artistiques français, mais je parle justement sur votre contrôle. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que ces deux hommes vont suivre le même parcours géographique de l'Empire russe vers l'Allemagne. Et là, vers l'Allemagne, où on voit une image donc d'une gare à Berlin, prise par Vichniac, où on voit en fait les deux hommes de Berlin vont arriver en France. Et on va voir ensuite une séparation de leur parcours. Mais pour une petite période, il a des forts parallèles, surtout parce que ces deux hommes vont retourner en Europe orientale pour documenter la vie juive, notamment la vie des shtetl. Donc, on a bien défini ces termes ce matin. Je ne crois pas que j'ai besoin de définir cet après-midi devant ce public, mais on parle donc des villes, donc des petits bourgades juifs dans l'ancien empire russe, et puis dans cette période entre deux guerres, notamment la Pologne. Mais en parlant donc sous contrôle des experts de Moïvert, j'aimerais suggérer que certaines questions que je poserai aujourd'hui sur Vichniac, tirées d'une modeste recherche que j'ai faite sur Vichniac, vraiment très modeste, peuvent nous faire réfléchir peut-être autrement sur Vert et plus généralement sur les photographes juifs et leur rôle dans la création de l'image du monde juif. En effet, la photographie est un outil et le photographe est acteur. Ces deux hommes donc façonnent une certaine image de la vie juive, notamment du shtetl. Quel contexte et qui va motiver ce travail? Tout d'abord, donc, je vais me focaliser donc 100% sur Vichniac. Donc, je suis très décevant, peut-être pour ceux qui sont venus pour parler exclusivement de Moïvert, mais je vais me plonger dans le cas Vichniac et à vous de faire le travail de passerelle parce que l'expertise de Moïvert se trouve à côté de moi. Donc, on va regarder un petit peu ce qui l'amène en France et puis je vais explorer ce qui l'amène en Europe orientale.
et notamment le rôle des organisations juives dans ce processus. Et si nous avons le temps, j'aimerais changer un peu de registre pour parler de comment ces mêmes organisations, notamment une, va aider Vichniac à quitter l'Europe occupée. On va voir en fait le rôle des organisations juives dans ce processus, notamment une organisation en particulier, qui est en effet le Joint Distribution Committee, donc l'American Joint Distribution Committee, qui est établi à New York en 1914 pour aider les victimes de la Première Guerre mondiale. La présence du Joint en Europe va s'élargir dans la période de l'entre-deux-guerres, même si cette organisation a toujours été considérée comme temporaire. Donc les fondateurs le pensent comme temporaire, ils ne pensent pas en avoir besoin pour bien plus que les années qui suivaient la Première Guerre mondiale. Et puis il y a une grande crise en 1929 et se pose la question, est-ce qu'on va continuer ou non la philanthropie juive américaine en Europe? Et on voit que si, le Joint va continuer son activité en Europe et va jouer un rôle important tout au long des années 30 et aussi pendant la Seconde Guerre mondiale et également après. Et c'est par cet angle que je suis entrée dans cette histoire, puisque j'ai fait ma thèse sur cette reconstruction de la vie juive française, notamment le rôle du Joint dans ce processus. Donc, si on regarde cette question donc, du Joint dans les années 30, on va voir que les organisations juives vont avoir une grande volonté de créer des images du monde juif, et je devrais dire des mondes juifs, parce que là, on est dans le pluriel. On a donc Vichniac, qui est à la fois quelqu'un qui va travailler pour le Joint, pour documenter la vie juive, mais il est également réfugié juif. Le photographe donc compte sur sa relation privilégiée avec le Joint pour mettre hors de danger sa propre famille. Et le Joint va l'aider, mais on va voir que c'est assez complexe. Je cherche donc à retracer le parcours d'exil de Vichniac en mettant en relief ses rapports avec les organisations juives, qui furent donc plus complexes que la relation qu'on pense d'habitude entre une organisation juive et quelqu'un qui demande de l'aide. Donc ce rapport aidant, tout ça, on voit que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. D'abord, il faudrait peut-être poser la question de qui est Vichniac. Donc Vichniac, il grandit, en fait il est né à côté de Saint-Pétersbourg, mais il grandit à Moscou, dans une famille juive aisée. En 1920, la famille va quitter l'Union soviétique et ils vont s'installer à Berlin, où il va devenir photographe, très influencé par le courant moderniste. Il faudrait noter que Vichniac est photographe amateur. Il va apprendre, il va jouer, il va acheter des caméras et des appareils, et il va jouer justement avec tout ça, puisqu'il n'est pas obligé, il est suffisamment aisé de ne pas être obligé de travailler dans l'usine de parapluies familiale, donc qui est l'usine la plus importante de la Russie, et qui fait en sorte que la famille est très aisée. Par contre, malgré ce privilège, il n'est pas à l'abri, ni lui, ni ses parents, ni sa femme et ses enfants, de la montée du nazisme. Et la femme de Romain Vichniac, qui s'appelle Luta Bag, ainsi que leurs deux enfants, vont quitter Berlin pour Stockholm. Et en 1939, Vichniac se rapproche de ses propres parents, qui sont installés à Nice dans un bel appartement depuis 1937. Alors, quand on se penche sur la période française de ce photographe, un portrait à multiples facettes émerge. On voit un réfugié de plus en plus préoccupé par la situation des Juifs depuis la montée du nazisme. On voit un fils qui veille sur ses parents âgés à Nice. On voit un photographe fasciné par la géométrie des plages françaises à Nice. Et enfin, on voit une victime mineure, très mineure, des politiques d'internement français, d'internement étranger, donc d'étrangers pendant la drôle de guerre.
En effet, donc Vishniac est interné au camp de Rouchard. C'est un centre de rassemblement pour les étrangers belligérants, entre guillemets, hein, en Indre-et-Loire, pendant environ un mois, à l'automne 1939. C'est une période marquée par une intense correspondance, bien plus qu'une histoire d'exil, singulière. On va voir donc quelque chose de collectif avec son histoire, où on voit donc un réfugié parmi d'autres qui cherche à se mettre à l'abri. Et on a à la fois avec les archives privées de Vishniac, mais aussi les archives du Joint, on peut donc rassembler une histoire, un puzzle quelque part, des sources, pour essayer de comprendre comment est-ce que qu'est-ce qui fait en sorte que Vishniac se trouve donc en prenant ces images pour façonner la vie juive. Donc pour cela, il faut essayer de comprendre un petit peu plus comment il se place vis-à-vis des organisations juives. En effet, donc Roman Vishniac est surtout connu pour ses images de la vie juive en Europe orientale, prises notamment en Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie et en Ruthénie. Si elles sont publiées pour la première fois aux États-Unis en 1947, tout de suite, donc après la Seconde Guerre mondiale, c'est son livre A Vanished World, Un monde disparu, en fait, qui est publié d'abord aux États-Unis en 1983, qui fait connaître le photographe au grand public américain et puis européen lors de la publication de cet ouvrage en Europe. Comme indique le titre, cet ouvrage invite à une lecture anachronique de l'histoire, puisque ces images prises au milieu des années 1930 vont justement mettre en scène les Juifs du Shtetl, qui sont caractérisés à la fois, et on peut regarder, donc par leur religiosité et la grande misère. Ok. Par exemple, on peut voir une photo d'une petite fille qui, Vishniac dit, elle n'a pas de chaussures, c'est pour ça qu'elle ne peut pas sortir de son lit. On voit dans d'autres images de la même série qu'elle a bien des chaussures, d'accord? Mais tout ça pour faire réfléchir. Donc en fait, on pourrait imaginer que le travail de Vishniac reposait sur l'idée née dans le monde yiddish à la fin du 19e siècle de la disparition du shtetl à cause de la prolétarisation de la population, de l'industrialisation et des migrations. Mais la relecture des images de Vishniac dans les années 1980, moment fort de commémoration de la Shoah dans la société américaine, en donnait tout un autre sens, puisqu'on va voir ces images comme les derniers vestiges d'un monde anéanti par le nazisme. Cette relecture de l'œuvre de Vishniac est fortement encouragée par le photographe lui-même, qui, dans ses écrits d'après-guerre, affirme son engagement profond pour documenter la vie juive menacée de la disparition. Il va même jusqu'à dire qu'il a prédit le nazisme et qu'il savait qu'il allait y avoir un génocide des Juifs. Il dit ça après-guerre, qu'il savait qu'il avait essayé d'informer les organisations juives et que personne ne voulait écouter. Mais donc, il dit qu'il a prévu cette disparition du peuple juif et il qualifie de mission de Dieu, c'est une citation, ce travail de documentation. Or, comme on a démontré les très beaux travaux du commissaire d'exposition Maya Benton, dans l'ouvrage Vishniac Rediscovered, en fait, et donc cette exposition est venue également en hommage. Vishniac donc n'avait pas prédit le génocide, ni a cherché à documenter la vie juive en Europe orientale lui-même, mais était commandité par le Joint pour aller dans ces endroits pour documenter la pauvreté des Juifs. Et donc, tout cela, bien sûr, pour avoir des dons. Donc, contrairement aux ethnologues
qu'on a discuté tout à l'heure ce matin, qui sillonnent l'Europe orientale au début du XXe siècle pour saisir et documenter un monde menacé de disparition, non par le nazisme, mais du fait de l'émigration et de l'assimilation. Le Joint cherche à fabriquer des images de la vie juive avec un but précis de propagande. Ces images doivent donc tantôt montrer la pauvreté, et encore une fois, donc on voit par exemple la petite fille qui n'a pas de chaussures, et en fait, donc soit la pauvreté, soit le progrès et l'espoir, et je vais en parler. Puis à la fin des années 1930, le Joint, donc il va aller, il va aller en Europe orientale, mais à la fin des années 30, le Joint va de nouveau faire appel à Vichniac, une fois en France, où il va montrer les bienfaits des programmes d'aide aux populations juives réfugiées en France. Et ces images vont donner à voir un autre monde juif beaucoup plus productif que les images qu'on voit en Europe de l'Est, avec donc une population pauvre, donc passive, n'est-ce pas? Mais là, si on compare avec la période française du photographe, il va travailler donc dans les ateliers de l'Ort, je vais expliquer un petit peu cette organisation, pour façonner une image beaucoup plus productive. Donc, en effet, si on regarde, et il faut remonter un petit peu le temps, jusqu'au débat autour de l'émancipation politique des Juifs, qui en France a lieu en 1780 et 1791. Donc cette période, on va accorder les Juifs en France le statut de citoyens actifs, mais avec l'idée qu'il faut changer les Juifs. Et le mot de l'époque est le mot régénération. Donc, régénération, c'est une notion de changer les Juifs et les sortir notamment de leurs métiers traditionnels qui sont toujours à la fois, parfois dans les réalités, mais aussi dans l'imagerie sociale liée aux métiers de commerce ou d'argent. La notion de productivisation est très liée à cette notion de régénération. Et donc, on le voit non seulement en France, mais en Europe, du fin du XVIIIe siècle. Cette idée, donc, que l'accès à l'égalité juridique et civile ne sera pas obtenu sans changer les Juifs. Et il faudrait comprendre aussi que les Juifs sont acteurs dans ce processus. Ils ne sont pas des victimes passives, mais bien ils sont partie prenante dans ce processus de se changer, puisqu'ils vont internaliser, bien sûr, ce regard de l'extérieur sur leur propre façon de faire. Et donc, du coup, on va voir qu'on va avoir des programmes venant des Juifs eux-mêmes pour changer la structuration économique des Juifs, c'est-à-dire de changer des métiers, pour avoir plus de métiers liés à l'agriculture et l'artisanat. Alors, la France donc, va essayer de régénérer, les notables français vont essayer de régénérer le peuple, les masses juives en France, mais on voit qu'en Allemagne, on voit une situation similaire, et les travaux de l'historien Derek Penzlar montrent une forte corrélation, en fait, entre ce qu'on peut qualifier de l'antisémitisme contemporain et les efforts des Juifs de transformer leur statut économique. Donc, dès 1870, mais on peut voir même avant, ces programmes existaient, mais on va voir une recrudescence autour de 1870 pour les programmes de restructuration occupationnelle. Et le mouvement productiviste juif va justement coexister avec un mouvement national de productivisme qui va montrer une certaine nostalgie pour le passé avec les politiques nationales qui favorisent l'artisanat et l'aide aux guildes. Mais le courant juif de ce mouvement va faire guerre aux professions dites juives, c'est-à-dire le commerce,
Même si on sait que c'est beaucoup plus complexe que cela, mais les stéréotypes vont être internalisés. Et puis, on va également faire la guerre contre ce prolétariat instruit. Et là, je cite mon collègue Derek Penzlar, et de cela, il parle des docteurs, avocats et universitaires au chômage. Donc, on va voir en fait cette idée de changer les Juifs par un travail de la terre ou de l'artisanat afin de soigner leurs défauts moraux. Et en Allemagne, pour vous donner quelques chiffres pour l'Allemagne, je n'ai pas les chiffres pour la France, il existe 31 sociétés de ce type en 1869. En 1898, elles sont 65 et en 1913, elles sont 123. Donc on voit en fait de plus en plus de sociétés pour aider les Juifs à changer leur métier. Et l'association pour promouvoir l'agriculture parmi les Juifs allemands a 2000 membres en 1897. Alors, regardons donc la France, l'entre-deux-guerres, donc on va faire un saut et on va bouger vers l'ouest un petit peu. On va voir que cette même conception prévaut encore au sein des organisations philanthropiques juives, considérées comme un moyen d'améliorer les statuts politiques des Juifs, de plus en plus menacés par le nazisme. Le nouvel homme juif, donc, allait montrer son utilité sociale et, espérait-on, faire décroître l'antisémitisme par le travail manuel. Et notamment, l'organisation LORT, donc l'organisation Reconstruction et Travail, est une société russe développée à Saint-Pétersbourg en 1880. La famille Vichniac est étroitement liée à LORT depuis ses origines. Et à l'instar des autres organisations humanitaires juives, comme le Joint ou l'OSE, LORT va être obligé de déplacer son siège de Berlin à Paris en 1933. Et de là, la démarche productiviste de la part des organisations juives, donc s'autogérer et se réformer pour mieux se protéger, trouve toute sa place dans la France des années 30, qui, comme les États-Unis au même moment, traverse une forte récession économique. En France, donc, ces organisations font face au problème croissant de réfugiés juifs. Pour la seule année 1933, on voit 37 000 personnes, pour la plupart d'origine juive ou juive, qui quittent l'Allemagne et 21 500 arrivent en France. Face à la menace des retours forcés de la France vers l'Allemagne, puisque ces personnes se retrouvent également reconduites à la frontière et obligées de repartir vers l'Allemagne, les organisations juives internationales telles LORT et son bienfaiteur, le Joint, qui va financer LORT pour faire ces différents ateliers en France, vont œuvrer donc pour démontrer à la société française, ainsi qu'à ceux dont ils dépendent aux États-Unis et en Angleterre aussi et ailleurs, pour les financements, la productivité des réfugiés. Donc c'est une autre image qu'on veut mettre en scène. Et enfin, si les images de Vichniac ont pu être utilisées pour donner aux autorités françaises une image rassurante des réfugiés juifs, elles sont surtout utilisées pour les donateurs juifs, donc qui se trouvent à l'étranger et qui peuvent financer, et qui sont vraiment sollicités pour financer à la fois le Joint, mais aussi les organisations que le Joint subventionne, comme LORT. Et en effet, donc, ces images adressent un message positif et lorsqu'elles sont comparées aux photos du shtetl que nous avons vues tout au long de la journée, elles suggèrent que les organisations juives jouent un rôle essentiel et très positif. Et donc, ces images, un peu le makeover de la population juive, en fait. On voit un avant et un après qui va inciter les gens de soutenir ces organisations qui font un travail qui est valorisé par les juifs eux-mêmes. Même si tout ça implique de changer les juifs, c'est-à-dire que le juif en tant que tel n'est pas acceptable
tant qu'il n'est pas transformé. Et donc, c'est vraiment une réflexion intéressante sur ce que les Juifs pensent d'eux-mêmes et pas uniquement ce que les autres pensent des Juifs. Donc, cette conception du travail photographique, elle se retrouve dans un film que j'espère pouvoir... voilà. Donc, dans un film qui était filmé par Vichniac, voilà, où on va vraiment travailler donc, la notion de réinsertion professionnelle à l'ordre. Et en effet, on voit les réfugiés entrer sur un site agricole en chapeau et costume. C'est le prolétariat en street, en fait, de tout à l'heure. Ces médecins, ces avocats qui savent rien faire de leurs mains. Et donc, ils ont leur mallette à la main. Et puis, ils ressortent en tant que, voilà, ouvriers agricoles, productifs. Alors, la question de la date du film est à débattre. Hein, et ça, c'est une date qui a été donnée, mais je pense que Laure Fortage, l'archiviste à l'Ort, peut apporter des précisions plus exactes sur où a été filmé. On pense que c'était filmé plutôt dans le sud-ouest de la France et non à Marseille. Mais on voit en fait qu'ils arrivent également à réparer des fenêtres. Donc, ils sont très utiles. Hein. Ok, on a compris? Vous savez maintenant réparer des fenêtres pour l'été? Ok, très bien. Ok, donc on va continuer parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hop, si je peux. Voilà, ok, très bien. Donc, en fait, on voit quoi qu'il en soit, donc la date pose question. On sait que c'est fin des années 30, début 40. Est-ce que c'est Marseille? Est-ce que c'est le sud-ouest? Mais de toute façon, ce qu'on voit, le message est clair. Les Juifs sont productifs, ils se forment à des métiers utiles, ils vont contribuer à la société. Et donc, ce monument photographique que cherche à bâtir Vichniac, et c'est ça qui va dire bien après la Shoah. Okay? En fait, hommage à un judaïsme européen condamné. En fait, finalement, c'était plutôt une tentative plus large des organisations juives de rebranding, je dirais en anglais, ou plutôt de mise en scène, terme qui a fait débat aujourd'hui avec mes collègues. Mais posons donc la même question pour Moever. Donc, en regardant l'exposition, j'ai été vraiment frappée par les fortes similitudes des images des deux hommes. Et dans quelle mesure est-ce que Vert n'a pas été, comme Vichniac, émissaire d'une organisation à la recherche de belles clichés pour montrer la pauvreté du shtetl, d'un côté, ou bien le nouvel homme juif en Palestine. Voilà, dans quelle mesure? Donc, on va en parler avec vous. Mais bien plus donc, qu'un simple employé d'une organisation juive, on voit aussi que Vichniac cherche à utiliser son statut pour bénéficier de la protection du joint pour quitter la France occupée. Mais je ne sais pas donc, dans quelle mesure j'ai du temps. J'ai peut-être 3 minutes, c'est ça? Je prends 3 minutes? Ok. 3 ou 5? 5? Allez, ok. Voilà. Donc en fait, on va voir que Vichniac, il est en France, il va rendre visite peu après la déclaration de guerre. C'est vraiment autour de 3-4 septembre. Il va aller à Angers pour rendre visite à un membre de sa famille. Et en fait, en tant qu'étranger, son hôtel était tenu à inscrire sa présence sur une fiche de police. Selon un câble du Joint, le 11 septembre 1939, la police française demande à Vichniac de quitter Angers dans les 24 heures. Il enregistre donc son départ à la police le lendemain.
Or, celle-ci lui demande de revenir pour une nouvelle interrogatoire. Merci. Et selon le même câble, Vichniac prend peur et il prend la fuite. Et donc, il prend le train pour Paris et puisqu'il est assez doué en organisation juive, s'il cherche de l'aide et il est juif, où est-ce qu'il va aller? Au Joint. Il va dans le bureau du Joint qui apprend ce qu'il a fait. Et il faut savoir que le Joint, son travail dépend des autorités françaises. S'il se met en porte-à-faux avec les autorités françaises, son travail est fini en France. Et donc, du coup, on voit que c'est le Joint qui envoie un câble à la police pour dire que Vichniac sera de retour à Angers avec une escorte américaine. Et ces câbles datent du 14 septembre 1939 et on le voit le 18 septembre interné au camp Ruchard, situé à une centaine de kilomètres d'Angers, dans la commune d'Avon-les-Roches, en Indre-et-Loire. Et donc, du coup, c'est donc, disons, le Joint qui ramène Vichniac à la police française, qui, selon les lois françaises à ce moment-là, on interne les étrangers issus des pays belligérants. Or, Vichniac a la citoyenneté lettonne, qui est à ce moment-là pays neutre. Et donc, il va passer ce mois d'internement à écrire des lettres pour essayer de s'en sortir. Et en fait, il va écrire sans arrêt au Joint. Et le Joint, il va se plaindre, ne répond pas à ses courriers, mais envoie des colis. Donc, en fait, c'est sa femme, Luta Bag, de Stockholm, qui va mobiliser justement toutes sortes d'efforts pour sortir son mari du camp. Et il est libéré le 18 octobre 1939. Donc, on ne peut pas dire que la période était très longue. Et c'est après cette période que Vichniac va vraiment, j'imagine que c'est là où il va vraiment prendre en photo justement cette France, Paris. Il a énormément de photos de cette période française qui sont disponibles dans l'ouvrage Vichniac Rediscovered, justement. Mais il arrive quand même, grâce au Joint, de fuir aux États-Unis. Pas grâce au Joint, tout à fait. Il arrive grâce à des amis aux États-Unis, mobilisés encore une fois par sa femme, de demander un affidavit, donc un certificat d'immigration, d'une économiste de renom Wojcinski, qui va justement permettre à la famille d'obtenir un visa pour les États-Unis. Alors, quant aux parents et à la sœur de Vichniac, ils restent en France, dans leur appartement à Nice, devenu zone italienne en novembre 1942, où se trouvent 25 à 35 000 juifs qui vivent en relative sécurité jusqu'en septembre 1943, quand cette zone fut occupée par les nazis. Sa mère elle s'appelait Myriam Magna, et elle meurt d'un cancer en juillet 1941, alors qu'il est déjà parti pour les États-Unis. Et son père et sa sœur Claire survivent à Nice. Et 6 mois avant la libération, ils ont eu la chance de quitter Nice et ils se réfugient dans un petit village d'Auvergne où je suis allée, qui s'appelle Olby. Et en fait, c'est ici, ça c'est la poste. Et ça c'est là où se trouve donc, le courrier de la famille adressé de cet endroit. Donc j'ai pu le retrouver. Et j'ai eu confirmation par ce monsieur qui vit juste à côté. En fait, que c'était bien là, l'auberge où vivait. Il ne connaissait pas la famille, mais il savait que ça, c'était une auberge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était un village à peu près avec 3-4 maisons. Donc la famille donc survit la Shoah en France et arrive à New York en 1947. Donc, bien plus qu'une histoire singulière d'exil ou d'un photographe, j'espère avoir planté des graines pour une pensée plus collective, une histoire plus collective de ces photographes qui essaient justement
qui ont pour objet de photographier le monde juif, les mondes juifs au pluriel, avec différentes motivations, avec différentes raisons, mais tout simplement de dire que c'est un monde en fait juif complexe à qui on a affaire, qui sait se mettre en scène et qui tente de se défendre dans la tourmente. Merci beaucoup. Alors, on peut faire les questions après la deuxième intervention, à moins que vous y ayez des inconvénients, non? Ok. Allez, on y va. On va prendre le micro, c'est enregistré. Elle est toute petite. Ah, mais allez-y. Bon, elle a peut-être me trompe, mais la photo de la petite fille de Vichniac, j'ai toujours entendu dire qu'elle venait de Varsovie, de Nalewki, et pas du tout de Stetl. Elle n'est pas la seule. Non, cette photo, je crois, a été prise à Varsovie. Oui. Ben voilà, donc oui. vous l'avez oui, rangée parmi oui, les tout à fait. Stetl. J'ai fait un raccourci. Oui. Et c'est une photo de Nalewki. Et cette photo n'est pas la seule, c'était toute une série de Nalewki qui d'ailleurs a été dénoncée à l'époque déjà à partir de la Pologne comme une œuvre misérabiliste. C'est-à-dire les Juifs polonais ont protesté contre cette série et comme présentant le monde juif polonais de façon misérabiliste. Et est-ce que vous avez... moi, je me permets ça serait intéressant de lire cette critique. Ce n'est pas une critique, c'est une rectification, disons. Je n'étais pas sûre de moi, mais je vois que oui. Et puis la deuxième rectification, que les Stettlers n'ont pas disparu à la fin du XIXe siècle. Ils ont été rasés en grande partie, surtout dans la Galicie pendant la Première Guerre, par les Allemands et l'armée russe, mais ils ne sont pas disparus pour autant. Non. Dans l'Est, disons dans l'Est de la Pologne, Moldavie d'aujourd'hui, par là, les Carpates, bien sûr. Le monde de Stetl a survécu. Oui. Si je peux laisser cette impression, ce n'est pas correct. Vous avez tout à fait raison. Les Stetl continuent à exister, mais la vie juive est en rapide transformation, vu l'émigration et les départs des Stetl vers les villes, comme Varsovie. On est d'accord. Juste, je pense que la datation et l'emplacement qu'il y a dans le film de Vichniac, Lort a les documents, parce qu'ils avaient une quantité énorme de photos sur plaques de verre. Et donc, à mon avis, on doit pouvoir retrouver la datation. Oui, on est en contact. On est en contact. Oui, merci. Oui, on est en contact. C'est pour ça que je remets en cause la datation de départ, de 41. A priori, ce n'est pas correct. Moi, Laura, j'avais juste une question sur ces images justement de Lort. Est-ce que quels étaient les moyens de diffusion? Est-ce que c'était des brochures, des ouvrages? Parce qu'on va voir ça beaucoup avec Moïver. Oui. Et donc, est-ce que ces productions, elles sont commandées, mais donc elles sont commandées. Elles sont commandées. Il a des séries. Elles sont diffusées comment en fait? Qui les voit? Je pense que c'est surtout des brochures qui vont être envoyées aux donateurs. Mm-hmm. Et Lort, en fait, les archives se trouvent où? À Paris. À Paris. À Paris, ouais. Et l'archiviste, c'est Laure Fortage. Ils ne sont pas très exploités. Je pense que j'envoie mes étudiants, de toute façon. Voilà. On utilise ces archives quand même. Parce que les plaques de verre, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Elles étaient dans la cave. Ah, ça, je ne peux pas vous dire. À l'époque, il y avait un homme qui était à Lort depuis sa formation, quasiment en tout cas depuis avant la guerre, et qui pouvait me les commenter. Mais après, moi j'ai quitté Lort et lui est mort. Donc, il a un archiviste qui est sur place, qui est également historienne et qui met en valeur et qui... Voilà.
Oui, merci pour votre intervention. J'aurais voulu savoir, il était d'une famille aisée, fabrique de parapluies, je crois, une Oui. usine de parapluies la plus importante. Est-ce qu'ils ont été inquiétés au moment de la Révolution d'octobre en 1920? Est-ce que ça a été nationalisé? Ou est-ce qu'ils ont conservé leur... Enfin, je ne sais pas si vous le savez. Ça, je suis vraiment pas... experte à ce point dans la famille. Mais ce que je sais, c'est que la famille était aisée même après leur départ en 1920. Ils ont dû quitter donc l'Union soviétique, mais ils arrivent à Berlin et la fortune familiale est restée quand même intacte puisque les parents arrivent à acheter un appartement à Nice. Donc, je pense que la famille a pu partir avec un certain nombre de ses biens. D'accord. Et l'autre chose, c'est le film là, de Lort, là où on les transforme en agriculteurs. Je trouve ça hyper ironique parce que finalement, s'ils avaient vécu aujourd'hui, on s'aperçoit que les métiers qui étaient laissés aux Juifs, c'est-à-dire l'usure et la médecine, finalement, gouvernent le monde aujourd'hui. Finalement, on est gouverné aujourd'hui par et la même finance à l'époque, monsieur, et la médecine. Mais c'est ça l'ironie. Au 19e siècle, où on demande aux Juifs d'embrasser ces professions, et on fait cette demande bien en amont, et pas seulement au 19e, mais bien avant. L'économie va changer, et en fait, le 19e siècle, on va voir que les métiers de commerce et d'échange, en fait, sont des métiers de l'avenir, et les Juifs eux-mêmes ne sont pas très partisans de ces programmes, qui sont plutôt les notables, qui les créent pour les pauvres. Et donc, cette distance philanthropique qui s'installe. Mais finalement, ce n'est pas très efficace. Voilà. Mais on va les créer quand même. Une dernière question, et puis on passera à l'intervention suivante. Est-ce que les mouvements de jeunesse en Pologne ont créé aussi, à travers les Ashkara, les futures conditions de changement, parce que les Juifs étaient toujours dans ces métiers du commerce et de l'argent, et ils ont après... Enfin, mon père lui-même en a fait 2 ans en Pologne. Il nous expliquait ce que c'était à travers une organisation juive, et chaque organisation juive avait sa formation, on va dire, hein, sa formation qui durait 2 ans, où on leur apprenait les armes, on leur apprenait la gymnastique, on leur apprenait le sport, chose à se laver les mains, l'hygiène. Il nous a expliqué tout ça. C'était dans les années 1935. Oui, 35. Après, il a été à Lort, à Varsovie pendant 2 ans. Et il nous expliquait que c'était formidable, filles et garçons mélangés. Oui. Mélanger. Apprenez à être bûcheron, à couper le bois, la scierie, des choses, jardiner, des choses qu'ils ne savaient pas faire. Et c'est les organisations de jeunesse qui les ont impulsées. Absolument. Et là, s'il maniait des armes, il était peut-être dans Bétard. C'est ça. J'en suis pas fière. Hein, je crois que là, c'est l'objet de la discussion qui va suivre la communication. Merci beaucoup Laura, encore une fois. Donc justement, à ce propos, donc Karolina Zibenska-Lewandowska va nous parler de ce sujet en particulier, donc des Archarot en Pologne dans les années 30. J'ai combien de minutes ? 30 minutes. Oui, donc vous avez effectivement anticipé un peu l'objet de mon intervention, puisque moi je vais parler justement des Racharot de Pologne. Ce qui est intéressant, c'est que l'activité de Hort, qui était, si je comprends bien, adressée à des adultes qui déjà avaient une vie professionnelle, elle fait miroir à un concept qui est très similaire, mais qui sert à autre chose et qui est destiné aux jeunes. Donc, moi, je m'explique un peu, je me justifie un peu. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire juive ni de l'histoire des Juifs polonais. Je suis spécialiste en photographie. Par contre, c'est vrai que pour
Mohiver, j'essaye de fouiller son archive depuis 18 ans. presque. Et ça m'a encouragée et ça m'a forcé aussi à essayer de se plonger dans les archives qui sont liées à la vie juive polonaise, ce qui n'est pas simple, comme vous pouvez imaginer, si on ne parle pas ni yiddish ni hébreu. Je vais aussi faire un peu écho à vos questions sous-jacentes. Il y a quand même des différences importantes entre Wiśniak et Mohiver, parce que Wiśniak, effectivement, il voyageait dans plusieurs pays d'Europe centrale pour réaliser cette commande. Par contre, Mohiver, il réalise une commande dont je vais parler tout à l'heure, mais sinon, s'il photographie plutôt des villes, pas des villages. Il ne photographie pas tant de villages, il ne photographie pas de shtetl. Il photographie des villes et des quartiers juifs dans des grandes villes, mais il le fait par sa propre initiative parce qu'il veut faire un livre sur des juifs d'Europe centrale. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il photographie aussi des paysans polonais parce qu'il est intéressé par la classe populaire. Donc, ce ne sont pas exactement les mêmes modèles, mais aujourd'hui, je vais me concentrer que sur les photographies de Haksharot, donc de ces fermes agricoles et pas seulement. Et je vais surtout vous montrer des images. Pourquoi? Parce que ce sont des images qui sont inédites. On peut les regarder sur le site de Museum Get the Fighter's House, mais elles ne sont pas toujours légendées et je trouve que surtout ça peut être intéressant pour vous de les découvrir. Et Mohiver, il a réalisé en tout 1700 photographies en Pologne des années 30, dont 500 ont été réalisées dans ces fermes de formation pour l'immigration en Palestine. Donc ici, je commence avec quelques documents que j'ai pu trouver dans les archives en ligne de Get the Fighter's House. Ici, une très très belle carte de Pologne des années 20 à 30 avec, on ne le voit pas très bien, c'est pas une très haute résolution, mais vous voyez beaucoup de points. Et ce sont des lieux où il y a ces fermes agricoles qui s'appelaient, au singulier Harshara, au pluriel Harsharot, dans les textes, souvent on utilise le singulier. Et donc, je vais aussi citer quelques statistiques. Donc, dans les années 30, il y avait entre 160 et 220 Haksharot en Pologne. Et le journal juif Nash Przegląd, notre revue, je pense on le traduirait, en 1936 écrivait que dans ces 160 Haksharot en Pologne se formaient 20 000 de jeunes. 2 ans plus tard, le même journal note qu'il y a déjà 200. Donc il y a vraiment une augmentation au cours des années 30. Et quand il y a l'expulsion des juifs allemands en 1938 de l'Allemagne, il y a encore plus de jeunes qui arrivent dans ces fermes agricoles. L'origine évidemment de ce concept, vous le savez, il remonte à la fin du 19e siècle. L'idée, il est parallèle au sionisme, et l'idée est de former et préparer des futurs colons pour qu'ils se retrouvent en Palestine et pour qu'ils soient capables de cultiver la terre. Ce qui fait la différence entre la fin du 19e siècle et tout le début du 20e siècle et ces fermes agricoles des années 20 à 30, c'est que ces fermes plus tardives forment vraiment pendant assez longtemps. Donc, comme Madame mentionnait tout à l'heure, c'était 1 an, 2 ans, parfois même plus, parce qu'avec les quotas qui baissaient, l'immigration n'allait pas si vite. Et donc, les jeunes apprenaient plusieurs métiers pour qu'ils soient autosuffisants et pour ne plus reproduire le modèle capitaliste et ne plus ne plus profiter de la main-d'œuvre arabe, ce qui était le cas des premiers kibboutz palestiniens en Palestine. Là, il s'agissait vraiment de l'autosuffisance.
moi, dans mes recherches, comme j'ai dit, je me heurte non seulement à cette question, ce problème de la langue, mais aussi à l'accessibilité des sources. Pourquoi? Parce que Rechalut, qui était l'organisation, la plus grande organisation sioniste, qui tenait beaucoup de ces kibbutz en Pologne, beaucoup de ces archives ont disparu, une partie était sauvée et se retrouve aujourd'hui dans le Ghetto Fighters House, heureusement numérisées, mais ces archives souvent restent assez lacunaires et il y a parfois des rapports qui sont très complets, mais en hébreu. Pour d'autres périodes ou d'autres lieux, il n'y a aucune information. Donc là, je montre quand même quelques documents intéressants. Comme vous voyez, une affiche qui encourage à payer pour financer ces fermes de formation. Ici, pareil, donc ça provient de différentes villes, parfois de différentes organisations. Là, en l'occurrence, c'est Rechalut. Là, c'est aussi assez intéressant, une autre affiche dans ces archives qui fait appel à la protestation contre la baisse des quotas de visa de l'immigration, parce que d'un côté, on avait ces fermes agricoles qui se développaient, il y avait de plus en plus de jeunes qui s'y formaient, qui étaient prêts à partir en Palestine, et en même temps, en parallèle, il y a la baisse des quotas des visas. Et donc, c'est toute une machine qui a été mise en place et qui a accéléré avec la montée du nazisme, parce que, comme vous savez, l'immigration, d'autres pays, pas seulement Palestine mandataire, mais d'autres pays n'étaient pas forcément très ouverts à l'immigration massive juive dans les années 30. Donc, le problème, il devenait de plus en plus sérieux. Et comme Hort avait besoin des images de propagande pour les images de conviction, si on peut dire comme ça, Rechalut en avait besoin aussi. Mais Rechalut ne disposait pas de beaucoup d'images. Dans les années 20, il n'avait pas de photographes qui étaient envoyés sur place. Et pendant assez longtemps, les images qui existaient, on les trouve toujours aujourd'hui dans les archives, ce sont des images qui sont posées ou qui sont des photographies de souvenirs. Donc ici, il y a une photographie assez intéressante, je la montre pour que vous réalisiez après la différence avec le travail de Vorobetchik. Donc les jeunes pionniers ont apporté leurs outils de travail dans un atelier photographique et se font photographier jouant une scène, presque une image vivante d'un travail de bois. Ce qui est assez loin d'un reportage, par exemple. La plupart des photographies qui s'y circulaient et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les archives, c'est ce type de photographie, donc vraiment des photographies d'amateurs. Quelqu'un avait une caméra et prenait en photo des pionniers pour souvenir, ou qui les photographiaient de temps en temps, mais assez rarement pendant qu'ils travaillaient, mais c'était jamais des photographies de grande qualité. Donc là, quelques exemples. Ici, par exemple, vous avez une photographie dans le kibbutz le plus connu de Grochów, qui est aujourd'hui un quartier de Varsovie, où un groupe finit leur formation. Donc c'est la photographie de la fin de formation, un peu comme la photographie de fin d'école. Ici encore quelques exemples, toujours de même type, les groupes de jeunes rassemblés. Et donc, comme il y a ce besoin de la promotion de travail que fait Rechalut et d'autres organisations des jeunes, parce que avec aussi ce fonds important, cette mission sioniste, il publie en 1935 une brochure qui est composée de photographies qui ne sont pas prises par Vorobetchik. Nous ne savons pas qui a composé ce montage.
Il n'est pas improbable que ça soit Vorobejczyk, mais il n'y a pas de preuve. Par contre, nous savons que les photographies sont des photographies trouvées. D'ailleurs, celle qui est à droite, on a retrouvé la photographie originale. Mais il y a ce besoin de la diffusion des images. Même s'il y avait des articles dans la presse quotidienne juive, dans plusieurs langues, ça ne suffisait pas. Il fallait des images. C'est un peu la même logique que le Farm Security Administration, le grand projet américain, et tout type de photographie de conviction. Et donc, qu'est-ce que Rejalutz fait? Rejalutz, excusez-moi, je vais encore rester là-dessus. Rejalutz commande à Vorobejczyk un sorte de reportage dans plusieurs de ses kibbutz. Vorobejczyk, en 1937, il est déjà en Palestine, donc nous l'avons dit, en 1934, il émigre en Palestine. Mais à Varsovie, il laisse sa femme et sa fille, qui vient de naître. Il essaye de les faire venir. Il n'y parvient pas. Elles viennent le rejoindre en 1936 en Palestine, mais sur les visas touristiques. Donc à la fin de l'année, elles doivent retourner en Pologne. Et lui, déjà, il est professionnellement, il travaille déjà en Palestine pour des organisations sionistes. Mais en 1937, il retourne et il reste environ une année en Pologne en faisant un voyage et en faisant un tour d'une quinzaine, un peu plus, de ces kibbutz, de ces lieux de formation. Et là, je voudrais faire défiler un peu des images pour vous montrer comment il photographiait ces lieux. Le plus grand, le plus connu, c'était celui de Grochów. Donc ici, vous avez la carte de Varsovie d'aujourd'hui qui montre un peu le périmètre de cette ferme agricole où il n'y a plus rien qui reste, enfin, il n'y a plus rien, maintenant ce sont des immeubles. Et donc, ça, c'est une photographie d'amateur de cet endroit. Et là, ce sont des photographies qui semblent être anonymes. D'autre part, moi, je soupçonne que ce sont des photographies de Vorobejczyk. On ne le sait pas. Mais déjà, vous voyez que ça commence à être différent, que c'est beaucoup plus dynamique. Et vous allez aussi le réaliser sur les photographies qui suivent. Et donc, on se rend compte qu'il y a un principe de reportage que Vorobejczyk adopte. Il veut, et c'est probablement aussi ça la commande, raconter l'histoire par ses photographies. Pour lui, c'est son métier, parce qu'il gagnait sa vie en tant que photographe et il faisait pas mal de reportages et de documentation. Il opère, comme je pense on l'avait dit ou pas, avec un appareil très facilement maniable, avec l'appareil qui s'appelle Leica, donc c'est la petite image. Et donc, il passe le temps avec ces jeunes. Donc ici, c'est l'immeuble principal de kibbutz de Grochów, qui était aussi le mieux financé et où il y avait des excursions de toute l'Europe et aussi de Palestine qui venaient visiter cet endroit comme une ferme modèle. Ici, nous voyons une photographie qui peut faire un peu la publicité de Rejalutz, donc l'organisation responsable de ce kibbutz. Donc voilà, ça se passait comme ça. Et vous allez l'observer tout au long de cette présentation que les personnes qui sont sur les photographies sont jeunes, pleines d'énergie, tout le temps en mouvement. Elles travaillent physiquement, ça se voit, c'est souligné. Et aussi la façon dont ces photographies sont faites souligne la dynamique de la situation et cette force vitale. Chaque de ces kibbutz, je vais continuer à les appeler kibbutz, ça se prononce un peu plus facilement que Harshara ou Harsharot. Donc chacun de ces kibbutz avait une ou plusieurs spécialisations parce que l'idée c'était qu'elles soient autosuffisantes. Souvent ce n'était pas le cas, mais c'était le cas de kibbutz de Grochów.
Notamment, il y avait une manufacture, une petite usine de paille de construction. Donc là, il y a pas mal de photographies qui montrent ce processus de la production de la paille. Ce kibbutz se spécialisait aussi dans, comment on dit pas l'élevage, enfin les fleurs. Bon, ils vendaient l'horticulture, voilà. Et il y avait aussi des petites formations ou encouragements pour des enfants qui étaient invités. Donc il y avait des écoles qui venaient et qui étaient invités pour apprendre voilà, comment ça se passe si on travaille la terre. Donc là, vous voyez, c'est un vrai reportage. Et si vous regardez la qualité photographique de ces images, c'est très moderne et ça peut partir directement dans un journal. Un autre grand kibbutz où il y avait presque 200 personnes, c'était celui de Łódź, qui se spécialisait dans la couture. Et comme vous pouvez imaginer, Łódź était une ville de textile. Mais donc là, vous voyez un très grand atelier de couture. Mais il y avait aussi un atelier de scierie, on dit. Non, pas menuiserie, en métal. Scierie. Que vous voyez ici. Et ce kibbutz disposait aussi des bâtiments assez importants. Ce n'était pas toujours le cas, vous allez le voir sur d'autres photographies, que parfois des conditions étaient très précaires. Donc ici d'autres photographies qui montrent les scènes de travail dans ces ateliers. Vous pouvez voir que dans beaucoup de photographies, effectivement, il y a ce que vous avez mentionné, qu'il y a des jeunes filles et jeunes garçons qui travaillent ensemble. Donc en fait, il n'y a pas de division de tâches. Les garçons font de la couture et les filles font de la menuiserie. Et ils sont censés d'apprendre les mêmes choses. Il y avait aussi un kibbutz qui a fait beaucoup de... il y avait plusieurs articles à l'époque qui ont apparu sur ce kibbutz-là. C'était le kibbutz de Gdenia, qui était tout petit parce qu'il n'y avait que 8 membres, mais qui était exceptionnel parce qu'il apprenait à des jeunes la pêche et la navigation, ce qui était très important vu la construction du port de Tel Aviv et le manque de savoir-faire dans ce domaine-là. Donc il y avait des professeurs de l'école maritime de Gdenia qui apprenaient à quelques jeunes juifs le métier de la mer. Donc aussi un très beau reportage sur toute action de la pêche. Et encore une fois, il y a toute une organisation, il y a toute une chronologie, il y a le départ, la pêche, le retour. Donc c'est cette façon très photographique de penser la situation. Encore un autre kibbutz de Częstochowa, qui était un kibbutz agricole. Et vous voyez ici quelques exemples. Donc je ne développe pas beaucoup d'histoires autour de cela parce que le principe était toujours le même. Et on l'a déjà mentionné. Ici, un kibbutz de Baranovice. Et comme vous voyez, sur beaucoup de photographies, cette question de collectivité, elle est importante. Et Vorobiev cherche des moyens photographiques pour souligner cette collectivité. En même temps, il est très attentif aux formes et à la beauté de l'image, comme celle de gauche. Vous voyez, il y a tout le premier plan qui est occupé par des pommes de terre. Il essaye à chaque fois de documenter toutes les spécialisations de chaque lieu. Donc là, par exemple, à Baranovice, il y avait l'endroit où on séchait des fruits et on conservait des fruits. Et après, ça partait à la vente justement pour financer le fonctionnement de kibbutz. À Horodych, c'était à l'est, aujourd'hui c'est Biélorussie ou l'Ukraine. Le kibbutz se spécialise dans la menuiserie et le traitement de bois. Donc ces photographies très dynamiques et
où il fait jouer les formes. Donc vous voyez aussi la différence avec les premières photographies que je montrais, ça n'a rien à voir. On a un vrai photographe qui arrive sur le lieu. Donc par la suite, je vais aussi montrer comment ces images étaient diffusées et vous allez voir que la banque d'images qui a été créée fonctionnait bien. Vilnius avait aussi son kibbutz qui avait une usine de l'huile, on produisait de l'huile. Il y avait un moulin, il y avait aussi un endroit de traitement de cuir, ce que vous voyez ici. Il y avait aussi un kibbutz où plusieurs photographies ont été prises de Klosova, où il y avait là, comment s'appelle l'endroit où on fait tailler la pierre? Carrière, voilà, Carrière. Donc très important pour la préparation de départ pour Palestine, où la construction se faisait beaucoup avec de la pierre. Il y avait un kibbutz de Rovna qui était un kibbutz où on apprenait la construction. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'exposition au Centre Pompidou, vous pouvez voir aussi des photographies de Palestine. Et celle photographie de droite, elle ressemble exactement à des photographies qu'à la même époque, Bon Hiver, fait en Palestine. Mais ce sont des endroits différents. Un endroit aussi très intéressant, Józefów. Donc c'est une ville pas très loin de Varsovie où il y avait des lieux, des cures. Et comme les conditions dans les kibbutz n'étaient souvent pas très bonnes, et aussi des jeunes, souvent ils venaient des conditions qui n'étaient pas très saines, ils étaient envoyés à Józefów pour repérer un peu, pour améliorer leur santé. Donc vous voyez ici des exemples de ça. Donc vous voyez, il y a tout un panorama, donc je vous montre juste une partie. Il y a tout un panorama de ces lieux et de leurs activités. Et maintenant, je voulais vous montrer juste quelques images des archives et vous expliquer un peu le travail sur ça. Parce que ces images, moi je vous ai montré tout à l'heure les images que nous avons pu identifier, mais très souvent c'est difficile parce qu'il n'y a qu'une petite partie qui a été publiée. Souvent les légendes changent en fonction de publication, donc la même photographie peut avoir deux légendes qui indiquent deux lieux différents. Et sur les planches contact, dont un exemple je vous montre ici, les indications ne sont pas non plus toujours les mêmes. Donc il y a un très grand travail encore à faire de l'identification. Probablement on ne va pas pouvoir identifier tous les 500 images, mais bon, peut-être oui. Et là, je voulais vous montrer aussi la typologie, parce que si je vous ai montré quelques exemples de lieux, il y a aussi une typologie des images que Bon Hiver fait. Donc, dans chaque lieu, il fait pratiquement les mêmes types d'images. Donc, par exemple, il photographie presque toujours les bâtiments, parce que certains bâtiments étaient très rudimentaires, d'autres étaient, plus correcte, mais il photographie les conditions de vie de ces jeunes. Donc là, si je n'indique pas le lieu, ça veut dire qu'on n'a pas pu identifier le lieu. Donc là, vous voyez plusieurs exemples donc c'est comme si le début du reportage, c'était le lieu. L'autre type, c'est ces occupations réalisées collectivement ou à plusieurs. Donc cet esprit de l'effort physique, de collectivité, du vrai travail, donc que vous voyez ici. Et ce que je mentionnais, c'est que là, voilà, la couture, ça se fait et par des filles et par des garçons. Il fait aussi beaucoup de portraits de groupe, mais qui ne sont pas dans le même style que les portraits de groupes d'amateurs que vous avez vus au début. Ce sont des portraits qui sont dynamiques et qui vraiment, encore une fois, montrent cet esprit de collectivité, de jeunesse, de joie aussi. Donc ici, vous voyez des exemples. Dans chaque
de ces lieux, Vorobetchik photographie les tâches quotidiennes qui sont nécessaires au fonctionnement au quotidien. Donc pas seulement les ateliers ou les ateliers de différents métiers, mais aussi toutes les actions qui font pour se chauffer, pour faire de la cuisine et pour manger ensemble, jouer ensemble, passer le temps libre ensemble. Et donc là vous voyez des cantines. Il photographie des conditions. Vous savez que dans les articles qu'on écrivait sur ces kibbutz, souvent on mentionnait qu'il y avait tant de jeunes qui voulaient y aller qu'il y avait 2 personnes pour un lit. Et il photographie justement ces scènes qui sont certainement un peu posées, mais les dortoirs étaient très grands. Et il documente aussi des moments de formation. Donc nous savons que vous le savez, que dans le programme de ces fermes agricoles et ces lieux de formation, il y avait non seulement l'apprentissage des métiers, mais aussi l'apprentissage de l'hébreu, l'apprentissage de la géographie de la Palestine, et pour aussi connaître les conditions physiques du lieu, et l'apprentissage de l'histoire de ce territoire. C'est vous probablement qui voulez savoir, c'est pas Herschel. Parmi les portraits, il y avait souvent Herschel et Marx. Donc, là, on voit Marx. Je ne sais pas si c'est. C'est peut-être quelqu'un de la salle. Est-ce que c'est Jabotinsky? Non, c'est pas Jabotinsky, parce que je le connais trop. Normalement, c'était. J'imagine. C'était des fondateurs, de la langue, du mouvement sioniste. Ah, est-ce que c'est Ben Yehuda? Non. Et Marx. Avec une cravate. Donc, on va le découvrir. Donc, là, vous voyez, il y a encore d'autres portraits. Encore, on reconnaît Marx, mais pas forcément. L'autre, donc ça, c'est le kibbutz de Vilnius. Dans beaucoup, il y avait aussi des kibbutz qui étaient religieux, mais la plupart étaient basés sur cet esprit socialiste. Vous avez mentionné tout à l'heure la formation par la gymnastique, le soin du corps. Donc effectivement, il y a aussi des photographies comme ça, où il y a des exercices physiques qui sont faits. Et comme à partir de 1936, il y a la formation militaire qui je ne sais pas si on peut dire s'il est nécessaire, mais comme il y a des tensions et des confrontations entre les Juifs et les Arabes, ces kibbutz préparent aussi les jeunes à se servir des armes. Donc il y a aussi une formation militaire. Et maintenant, la dernière partie de mon intervention, je voulais juste vous montrer des façons dont ces images étaient diffusées. Donc vous pouvez voir cela en partie dans l'exposition au Centre Pompidou. Mais je voulais ajouter plusieurs exemples, plus d'exemples. Donc ici, vous voyez la maquette, dans l'original, vous voyez à Pompidou, une maquette qui n'a jamais été publiée et qui contient environ 50 images d'un leporello, 50 images de ces kibbutz, un objet d'une extrême beauté. On devrait faire une publication à partir de cela. Ça, c'est un livre qui est publié par Rechalut à partir justement de cette commande que Rechalut a fait à Vorobetchik. Il y a même un échange de lettres où Rechalut informe Vorobetchik que ce livre est sorti. Et vous voyez sur l'image qui est à droite en haut qu'il y a aussi une photographie de Helmar Lersky, ce beau portrait qui est intégré dans cet ouvrage. Mais sinon, toutes les autres photographies sont de Vorobetchik. Et c'est publié en 1938 à Varsovie par Rechalut. Ici, il y a un ouvrage très intéressant pour les jeunes. Je n'ai pas bien mis la légende, excusez-moi, mais qui est publié en hébreu en Palestine, déjà pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et vous voyez ici un autre exemple d'un livre sur ces pionniers dans des fermes agricoles, qui est publié en 1941 à Jérusalem, tout illustré des montages qui sont faits par Vorobeychik à partir de ces photographies. Il y a aussi ce très bel ouvrage de Mordechai Halter. Donc c'était un roman qui racontait la vie des Chalutzim dans une des Harcharotes de Pologne, qui était publié à l'origine en polonais dans plusieurs numéros de Nasz Przegląd, et qu'ensuite Halter traduit lui-même vers l'hébreu et qui est publié en 1942 à Tel Aviv et illustré par Vorobeychik. Ici, vous voyez que sur la couverture, il fait un dessin qui est inspiré par cette photographie. Et je vous montre à la fin d'autres exemples que j'ai pu trouver, des publications de Rechalutz qui utilisent les images de Vorobeychik. On ne le voit pas très bien, mais je vous assure que ce sont ces images. Donc c'est la diffusion d'informations sur le fonctionnement. C'était d'habitude très bien documenté. Il y avait des rapports, des chiffres qui étaient notés. Il y avait des réunions régulières, il y avait des bulletins qui étaient diffusés. Et parfois, ça prenait forme de ce type de brochures ou d'affiches illustrées. Et à la fin, je voulais partager un document qui nous montre un peu une redéfinition de ces images. Donc, historiquement, c'était utilisé comme ça. Et dans les années 70, Vorobeychik, qui n'a pas publié comme Wiśniak un livre, il a essayé de le faire en 1946, ça n'a quasiment pas marché. Et il essaye dans les années 70 faire une proposition d'une maquette qui raconte un peu la vie des Juifs polonais. Ça s'appelle Pauline, comme son portfolio de 1946. Et dans ce portfolio, il rassemble plusieurs de ces images en racontant, en parlant de la culture juive, de la Shoah, et aussi de ces fermes agricoles. Donc je vais vous faire, comme le temps, je pense, passe, et je dois finir, je vais faire défiler assez rapidement ces photographies et cette maquette, et vous allez voir qu'il y a un lien assez intéressant entre cette image de la vie des Juifs traditionnels et les images de la jeunesse juive qui se prépare pour le départ pour la Palestine. Donc, il y a cette complexité dont Laura vous avez parlé tout à l'heure, et cette image qui n'est pas unique et qui n'est pas simple, qui est aussi réalisée par ces photographies. Merci. Merci beaucoup, Carolina. Moi, j'avais juste une première question sur les... Bon, déjà rendre hommage à ton travail d'identification, parce que c'est vrai que bon, la modestie de Carolina Légendaire fait qu'elle n'en a pas parlé, mais ça a été un travail assez énorme en fait d'identification des photographies de Vorobeychik dans la presse polonaise. Et en fait, moi, j'aurais aimé savoir si dans tes recherches, on a vu comment tu identifiais d'une certaine manière le style Vorobeychik. Mais combien d'autres photographes tu as pu identifier? C'est-à-dire, est-ce que c'était des commandes qui étaient passées énormément de photographes? Est-ce qu'il y en avait, je sais pas, une dizaine, une centaine? Est-ce que c'était une communauté de photographes qui participait particulièrement avec ces organisations ou pas? Non, en fait, pour les organisations sionistes, comme j'ai dit, je n'ai pas pu trouver d'autres photographes qui vraiment a décroché une telle commande. Par contre, oui, il y a quelques photographes qui étaient actifs à cette époque-là. Donc, il y a un duo Photo-Forbert. Et eux, ce sont des documentalistes principaux de la vie quotidienne juive, mais c'était plus des photographies officielles, comme on le faisait pour des agences de presse, mais assez traditionnelles. Donc Photo-Forbert, c'était certainement une marque et c'est eux qui fournissaient les images pour la plupart de la presse illustrée. Mais c'était tout un autre style. Et sinon, il y a des photographes comme Kipnis, par exemple, mais qui était plutôt un photographe ethnographe et faisait la documentation pour Yivo.
Oui, il y a très peu de publications que j'ai pu trouver de Rechalut, et toutes les publications que j'ai pu trouver sont soit les premières d'avant 37 qui sont illustrées par ces photographies anonymes, soit ce sont des photographies de Vorobetchik. Une question. Moi, je voulais savoir, c'est une question un petit peu historique, moins photographique, mais comment les archarot sont perçus par soit la presse, soit les chercheurs polonais de l'époque? Quel regard porte le peuple polonais sur ces installations dans leur campagne? J'imagine que c'était leur campagne. C'est une très bonne question. Moi, je peux répondre juste en partie parce que moi, j'ai essayé de fouiller dans la presse, mais elle est assez lacunaire. Et j'ai eu accès, à cause de la langue, à la presse polonaise. Mais je sais que, par exemple, Grochów, parce que le plus d'études il y a sur cette Rachara de Grochów, et je sais que si au départ il n'y avait aucun problème, et il y avait même les échanges entre les fermiers qui étaient autour, parce qu'il y avait des fermes polonaises autour, donc il y avait des échanges, parce que les agriculteurs polonais apprenaient les méthodes qui étaient très avancées et basées sur des recherches récentes. Donc ils observaient avec intérêt ce qui se passait à Grochów, parce qu'il y avait un agronome qui était vraiment de très haut niveau. Avec le temps, plus la ferme grossissait et plus de terre appartenait à la ferme, plus de tensions apparaissaient. Et aussi, plus la ferme avait de bons résultats financiers, plus ça posait de problèmes. Et à Grochów, il y avait même une attaque à une fille qui a été tuée lors d'une tension. Enfin, il y avait vraiment des attaques à ce kibbutz-là. Pour les kibbutz plus petits, je pense que c'était moins problématique, mais c'était jamais très bien, c'était rarement bien accueilli par les voisins. Et pourquoi? Comme concurrent ou par antisémitisme? Ben, je dirais que par antisémitisme, on est au milieu des années 30, où l'antisémitisme dans toute l'Europe et beaucoup aussi dans la Pologne vraiment monte. Ouais. Oui. Alors, merci pour ce bel exposé. J'ai une question un peu, disons, côté esthétique ou graphisme de Vorobetchik. Surtout à l'exposition, on a l'impression quand même d'une influence de l'avant-garde soviétique dans les affiches, dans l'angle d'attaque des photos, dans les montages. Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet? Est-ce que ça ne serait pas intéressant de mettre en rapport? Je vais laisser Julie répondre, parce que ça va être aussi sujet de son intervention. Évidemment, c'est une influence évidente, vraiment importante à l'époque. La plupart de ces photographes, c'est le cas pour Meuwiver, donc passe par le Bauhaus notamment, donc cette grande école en Allemagne. Oui. Qui est quand même en partie fondée, c'est finalement sur une sorte d'héritage du constructivisme. C'est des gens qui sont vraiment dans cette culture-là, et il ne faut pas oublier aussi qu'en Palestine, un certain nombre d'émigrés sont aussi passés par cette culture-là. Donc forcément, et Rona Sela nous en parlera plus en détail, certainement. We're talking about the Soviétique inheritance and heritage. Et évidemment, c'est là pendant toutes les années 30. C'est une très grosse influence. Allez-y. Oui, merci. Oui, c'était plutôt ça. Parce qu'avec des influences, avec ce qui se passe en Union soviétique concernant la productivisation, disons, des Juifs. Et j'ai encore une petite question à Madame Faure, parce que cette question de productivisation et de l'installation sur Terre, elle a été formulée, plus ou moins conceptualisée au début du siècle. Quel siècle? Au début du siècle, par
Jortowski, 20e ou 20e in the Pale, dans la zone des résidences, n'est-ce pas? Et comment en fait distinguer l'image que vous avez montrée des camps en France ou de la formation en France? Est-ce que vous connaissez comment distinguer cette productivisation qui devait mener vers la Palestine, c'est-à-dire en fait la préparation à l'émigration vers Eretz Israël, comment la distinguer des changements des modes de vie en France même? Est-ce que vous connaissez les motivations de ces gens, effectivement, avec des visages pas du tout agricoles? Est-ce que vous connaissez leurs motivations quant à l'avenir? Alors, je pense qu'il faudrait se mettre à leur place et étudier leurs écrits pour essayer de mieux comprendre. Et donc, du coup, je ne veux pas m'avancer d'imaginer. Mais il faut savoir qu'il a des Hacharot en France aussi. Dans les années 30, il a plusieurs articles sur cette question et des fonds d'archives qui parlent justement de ces Hacharot, notamment à partir de 1933 en France. Dans le Corrèze, Anne Greenberg a écrit un article qui s'appelle « Un kibbutz dans le Corrèze », qui parle justement d'une hachara dans le Corrèze, mais il y en a d'autres vers Strasbourg, dans l'est de la France, et des organisations sionistes, notamment alsaciens, qui aident ces jeunes en fait qui arrivent pour la plupart d'Allemagne dès 1933. Donc je pense que l'autre chose à garder en tête, c'est que quand on est réfugié, on a des choix limités. Et donc, les réfugiés doivent se conformer quelque part à l'idéologie qui est en place pour pouvoir essayer d'avoir un toit, de quoi manger et peut-être un titre de séjour. Et donc, les grandes questions, ces jeunes-là qu'on voit dans les images de Vishniac qui sont dans les ateliers de l'Hort, ils savent que c'est valorisé, ils ont besoin de quelque chose et ils ont besoin d'un métier. Et on leur dit, faites un métier qui va être utile ailleurs. Et donc du coup, je sais que certaines personnes que j'ai interviewées, qui ont passé par les écoles de l'Hort, dans les maisons des enfants, les maisons d'enfants qui étaient tenues par l'OSE, par exemple, avaient pendant la Shoah des ateliers de l'Hort. Et donc certains de ces enfants qui ont quitté la France pendant la guerre ont témoigné du fait que j'ai étudié la cordonnerie et j'ai pu une fois aux États-Unis me proposer et trouver un travail grâce à ce travail. Donc cette formation que j'ai eue en France. Donc l'idée c'est de former des gens avec des métiers qui peuvent être faits ailleurs. Et donc je ne sais pas dans quelle mesure l'idéologie joue un rôle. Je pense que c'est vraiment des besoins primaires pour cette période à partir de 1933, pour les réfugiés, notamment venant d'Europe centrale. Mais l'idéologie est très importante, par contre, pour les Hacharot, parce que c'est vraiment ça qui va motiver un retour à la terre et pas le besoin de manger des produits qu'on cultive, mais vraiment c'est le besoin d'installer la terre et de créer ce nouvel homme juif. Et où est la nouvelle femme juive? C'est ça la question qu'il faut poser. Et en fait, je demande à chaque chercheur que je connais, quelle est l'image de la femme? Quel discours autour de la femme? Cette nouvelle femme juive, est-ce qu'on en parle? Et en fait, on me répond, c'est plus, c'est plus quelqu'un qui va travailler la terre, mais c'est l'homme juif qui prend vraiment toute la place dans cette image de l'avenir, d'après ces personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, il faut étudier les journaux intimes, la correspondance pour essayer de comprendre la place de l'idéologie dans tout ça, je dirais. Oui, bonjour.
Une question pour Madame Faure aussi concernant l'internement de Vichniac en été 40 sous le gouvernement de Pétain. Il me semble que la Russie à ce moment-là n'était pas co-belligérante dans le conflit. Comment se fait-il qu'un citoyen russe ou letton qui avait été avalé par la Russie... C'était neutre, oui, tout à fait, mais il fallait le démontrer. Donc il était considéré comme suspect. Démontrer quoi? Il fallait le démontrer, sa nationalité lettonne. Et en fait, quand il est arrêté, il n'arrive pas à démontrer cela. Et puis, je pense que les autorités françaises n'ont pas une vision très claire non plus de qui est qui. On est vraiment au début, on est en septembre 1939. Et donc, du coup, pour établir la neutralité de la Lettonie, ça prend un mois. Et il arrive à le faire avec sa femme. Et c'est pour cela qu'il peut quitter le camp et retrouver sa liberté. Donc, la Lettonie est neutre. Et il arrive à le démontrer et passer des commissions et il arrive à quitter le camp. Mais ça prend un mois. Merci. Quand vous avez parlé des archives, vous avez dit le Ghetto Fighter House. Est-ce que c'est le musée d'Akko des combattants juifs? C'est ce musée-là? Quand vous dites oui. Ghetto Fighter House à Akko, eh bien là, on voit le rôle des femmes dans ce musée extraordinaire fait par des résistants juifs après la guerre. Les femmes et les hommes ont construit ensemble ce kibbutz au-dessus d'Akko pour donner l'image justement de leur reflet et de leur participation aux révoltes des shtetl, pas simplement de Varsovie. Il y a eu des révoltes des ghettos, des ghettos, pas simplement à Varsovie, mais tout. Et je voulais vous dire qu'il y a paru, peut-être vous le connaissez, Julie Bataillon, c'est une Québécoise qui vient de faire un livre extraordinaire que sur des femmes résistantes dans tous les ghettos de Pologne. Judith Bataillon, c'est extraordinaire parce que si elle n'en parlait pas, on est dans un monde d'hommes. C'est intéressant parce qu'en Pologne, il y a maintenant un livre qui vient de sortir sur les combattantes du ghetto de Varsovie, qui est réalisé par 3 femmes. C'est un grand sujet maintenant, mais pour aussi faire... juste ajouter 2 mots là-dessus. Quand même, les femmes étaient très présentes dans le mouvement sioniste. Il y avait l'organisation des femmes lors du mouvement travailliste qui était très très fort. Et même Vorobetchek, il était graphiste et illustrateur d'un livre qui sort au début des années 40, qui est dédié entièrement aux femmes qui ont joué un rôle important, soit dans l'histoire un peu plus ancienne, soit actuelle du nouveau pays. Ou peut-être ce livre sort juste après le 48, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il y a un livre gros comme ça qui sort à l'époque. Donc c'était quand même beaucoup plus avancé qu'à la même période en Europe, pour la conscience du rôle de la femme. N'oublions pas que les femmes étaient encouragées par le mouvement travailliste à travailler et qu'il y avait un système de garde d'enfants pour que les femmes ne s'en occupent plus, pour qu'elles puissent travailler, pas seulement la terre et pas seulement la cuisine. Non, elle était aussi active dans la construction et dans d'autres métiers. Mais juste pour être un dialogue sur ces questions, il a les réalités, et on est absolument d'accord que les femmes sont au centre de tout ça, et actives et dirigeantes même. Mais il a aussi les discours de création de nouvel homme juif. Et pour l'instant, je n'ai pas encore découvert un discours sur la nouvelle femme juive. Une idée qu'il faut créer une nouvelle femme juive. Donc, je veux bien lire si jamais vous en trouvez. Donc, on parle de cette création de nouvel homme juif. L'avenir est incarné par l'homme. La femme, elle est à ses côtés dans les champs. Elle est active à ses côtés et elle est même dirigeante dans les faits. Et on va rendre hommage peut-être. Mais est-ce qu'on va bâtir une nouvelle nation autour de la nouvelle femme juive?
est-ce qu'on va créer un discours? Et donc, Isabelle Lacoulabart, qui a travaillé sur la notion de la femme juive en Palestine mandataire, dit que non, quand je lui pose la question, elle dit non, c'est plus, on va axer l'image de la femme un peu, on va la calquer sur l'image de l'homme, à dire que c'est une pionnière, elle va, voilà, c'est la Haloussa, elle va travailler la terre, mais on n'a pas un grand discours développé autour de la nouvelle femme juive. Peut-être je me trompe, il a peut-être quelque chose à dire sur la question, mais je suis partant pour découvrir justement quel discours sur ces femmes juives pionnières. Et j'ai l'impression que c'est même un peu relégué de côté, puisqu'on va mettre beaucoup d'attention autour de cette nouvelle homme avec le pelle à la main. Vraiment peut-être très que fort. c'est une question aussi qu'on pourra poser à Rona Sella tout à l'heure. Rona, I'm sorry for the translation. I'm not sure if you got it, but we're talking about the way, yes or no, an image of the new Jewish woman was built in the photographs, and I believe you wrote about it, so maybe you will address this Perfect. later on. We'll listen to you. Je vous remercie, on est un tout petit peu en retard sur le programme. Je vous propose quand même de prendre 5 minutes de pause et on reprendra à 16h15. Oui. Une question naïve et inculte, mais quelle était la population de ces kibbutz? De quelle origine sociale? Et qu'est-ce qui s'est passé avec le nazisme? Les personnes étaient de toute origine. C'était pas forcément les familles les plus pauvres. Il y avait relativement peu de jeunes des familles qui étaient très religieuses. Parce qu'il y avait très peu de kibbutz très religieux. Mais il y en avait. Mais les personnes étaient des origines populaires, mais aussi de l'intelligentsia ou de la petite bourgeoisie, aussi bien des grandes villes que des villes plus petites, que des villages. Beaucoup de ces personnes ont pu partir en Palestine dans les années 30. La majorité, d'après ce que moi j'ai lu, mais peut-être vous avez d'autres sources, mais la majorité de l'émigration, des jeunes qui construisaient les kibbutz, ils venaient de la Pologne. Beaucoup sont restés, donc beaucoup de ces kibbutz ont été dismantelés et les jeunes ont dû retourner à la maison et on a des témoignages qui disent qu'ils n'arrivaient pas à se retrouver après cette formation, mais il y a aussi quelques kibbutz qui fonctionnaient pendant la guerre et même après la guerre. Par exemple, le kibbutz de Grochów, il fonctionnait pendant la Seconde Guerre mondiale et il nourrissait le ghetto de Varsovie. Il n'y a que quand la Varsovie est fermée que le kibbutz ferme. Et en plus, ce kibbutz, il est reconstitué en 1945. Et il y a quand même un mouvement de Rechalutz et de... J'ai oublié maintenant le nom. Il y a une autre organisation d'Avar. Il y a un journal d'Avar. Il y a une autre organisation sioniste qui est très active dès 1945. Et jusqu'à 1947... ils essayent de rassembler des jeunes et de faire revivre les kibbutz, donc avant la guerre de 48. Merci beaucoup.